Elle a décidé de consacrer le reste de sa vie pour aider les personnes vulnérables. Mais quelles sont exactement les actions qu'elle pose et quelle est sa principale motivation, Madame Fanny Kamweni, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, va nous en parler au cours de ce nouveau numéro de votre émission Entre citoyens, auquel je vous souhaite d'ailleurs à toutes et à tous les bienvenus. Madame Fanny Kamweni, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Gaz. Et très heureuse de faire partie de cette émission de la citoyenneté qui est parmi les émissions rares que l'on peut retrouver dans nos chaînes congolaises. En tout cas, très honorée de m'inviter dans votre émission. Oui, madame, nous nous sentons également très honorés. Le fait que vous puissiez accepter d'être notre invité. Et madame, s'il vous était demandé de vous présenter, que diriez-vous vous-même? Je m'appelle Fanny Kamweni Mwachiata, née de M. Georges Tchakouiva et de Madame Marceline Bombo, une ex-fille accusée de sorcellerie, diplômée d'État simplement. Et puis j'ai fait plusieurs formations d'éducation sociale après ma réinsertion. Et j'ai fait beaucoup de petites choses. Grâce au Seigneur, bien sûr. Et je compte encore faire plus, surtout pour mon pays. Et voilà. Madame, comment expliquez-vous votre engagement, n'est-ce pas, dans ce que vous faites, les actions sociales et tout ça? Comment expliquez-vous cet engagement? Être d'abord une fille ex-accusée de sorcellerie, c'est d'abord ma première motivation. Parce que lorsque cela m'a été arrivé, je me suis posé des questions. Est-ce que j'ai une sorcellerie inconsciente ou consciente? Ça avait bouleversé ma vie. Et ça s'est passé tel que ça s'est passé. Mais aujourd'hui que je suis madame, comme vous le dites, madame parce que je suis vraiment madame, je suis mariée à M. Charles Mavinga. Je le confirme. Oui. J'ai 4 enfants biologiques et j'ai beaucoup d'enfants adoptif. Voilà. Grâce à mon vécu, je me suis décidée de militer contre la vulnérabilité des enfants. Les enfants aujourd'hui sont accusés de sorcellerie, ils sont amenés dans des églises, ils subissent de maltraitance. Les enfants sont dans des familles, mais dans quelles conditions? Ils sont eux-mêmes porteurs de repas, ils sont eux-mêmes contribués. Au lieu de vivre le bonheur de la famille, ce sont eux-mêmes qui participent même pour nourrir les familles. Ces mêmes enfants sont, je ne sais pas, abandonnés à eux-mêmes. Les enfants sont devenus accompagnateurs de personnes en situation de handicap. Quand est-ce qu'ils auront le temps d'aller à l'école? Les enfants sortant de groupes et forces armées, les enfants qui sont à l'est du pays, qui restent orphelins, qui vivent dans des camps, est-ce que devrions-ils rester toujours dans ces camps? Et pire encore, les peuples autochtones, on n'en parle pas. Donc, vraiment, mon combat est que la vulnérabilité, sous toutes ses formes, premièrement auprès des enfants, la protection des enfants, mais aussi voir aussi la vulnérabilité de ces enfants qui deviennent mères sitôt. C'est aussi ça aussi mon combat, de dire que une fille peut accoucher, mais elle n'est pas obligée de devenir épouse. Elle peut accoucher à 14 ans, 15 ans. Mais est-ce qu'elle n'a pas la chance de retrouver sa vie normale, de reprendre les études, de suivre une formation, d'avoir 1000 chances d'être heureuse? C'est ainsi, madame, que vous avez justement pensé à initier une organisation non gouvernementale qui va, n'est-ce pas, et qui a même commencé, n'est-ce pas, à s'occuper de celles qu'on appelle des filles mères. Oui, merci Gas. Je pense que vous étiez la seule chaîne qui a accepté de publier un article sur ça. Depuis le 8 mars de l'année dernière, nous avons inauguré les centres des filles pas épouses. Elles ne sont pas épouses, elles sont mères. Et elles doivent faire quelque chose. Et nous avions pensé que leur apprendre ne fût-ce qu'à fabriquer du savon, de yaourt, les jus, apprendre à faire la couture, l'alphabétisation pour ceux qui sont analphabètes. Voilà les centres qu'on avait eu à inaugurer l'année dernière. Et madame, vous avez déjà posé beaucoup d'actions dans ce cadre-là. J'aimerais quand même que vous puissiez nous parler un tout petit peu de ce que vous avez fait et ce que vous comptez faire dans ce cadre-là. Je ne dirais pas par mes propres forces. J'ai été leader des rues sous
plateformes qui s'occupent des ONG des enfants en situation de rue. Et c'est là où l'UNICEF m'a découvert. Et quand l'UNICEF m'a découvert, ils m'ont demandé si je voulais bien que les leaders, donc ceux qui sont sortis de la rue, puissent travailler en collaboration avec les affaires sociales. Actuellement, c'est ce que nous faisons. Et grâce à cela, j'arrive maintenant à savoir que la vulnérabilité n'est pas seulement être dans la rue. La vulnérabilité, c'est pas seulement être orphelin. La vulnérabilité, c'est aussi avoir cette position de faiblesse. Être personne en situation de handicap et surtout les autochtones. Depuis un certain temps, je fais les tours de visite de sites où l'UNICEF a ses activités. J'étais à Matadi. J'ai remarqué que nos jeunes Kinois qui quittent Kinshasa, que ce soit les jeunes de la rue, que ce soit les jeunes en famille, ils vont à Matadi pour se dire, bon, là-bas, je peux trouver une vie meilleure que Kinshasa. Et quand ils arrivent là-bas, ils ne se retrouvent pas, ils deviennent des voleurs dans comment on appelle ça, de porcs et tout. Alors, avec l'UNICEF, on a pu penser que je pouvais réunir ces jeunes, les mettre aussi en contact avec les affaires sociales afin de les apprendre des métiers et pourquoi pas devenir de jeunes entrepreneurs. J'ai eu aussi cette chance d'aller à Mbandaka. C'est là où on va en parler. S'il vous plaît, madame, vous avez dit quelque chose de très pertinent qui a retenu beaucoup mon attention. Vous dites que les personnes vulnérables ne sont pas seulement celles qui sont dans la rue. Ça veut dire quoi, selon vous? Il y a des personnes qui sont encore chez eux, à la maison, mais qui sont en situation de faiblesse. Qu'est-ce qu'ils subissent ou qu'est-ce qu'elles subissent exactement, ces personnes-là, selon vous, qui n'est pas normal, justement? Les enfants, par exemple, qui sont sous-logés. Un enfant qui habite chez une tante, chez un oncle, qui est obligé d'aller vendre, par exemple, au moment où la maman qui est à la maison ne fait rien, mais cet enfant fait des activités qui poussent que cet enfant n'a même pas le temps d'aller à l'école, cet enfant n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit pour son propre épanouissement, pas le temps de jeu. C'est un enfant vulnérable. Les parents qui mettent au monde les enfants en situation de handicap et qui ne peuvent pas les scolariser ni eux-mêmes s'épanouir. L'enfant est lui-même en situation de handicap. Les parents, eux aussi, vivent d'une vulnérabilité. Imagine-toi une mère qui accouche un enfant qui ne se lève pas, qui chie sur place, qui pisse sur place. Cette maman a besoin d'assistance parce que la vulnérabilité, au fait, la vulnérabilité veut simplement dire parallélisme au danger. Il y a des enfants qui sont en famille, mais très en danger. Donc, yo moro voisine aux autres est-ce que ba beta moi no lobite na combien de fois na ke ko samba te likola mambabana. À ce niveau-là, la sensibilisation doit s'adresser ou doit avoir comme cible pas seulement les enfants, mais aussi les parents. Oui, moi j'ai vu des familles où l'enfant veut aller à l'école parce que c'est pas l'enfant de cette maman. Il lui dit, hey, l'on là-bas uniforme, keto kamai. L'enfant finit d'épuiser de l'eau à 9h. Il va aller à l'école, on le chasse, tu es en retard. Mais dites-moi, on est où? Il faudrait que la sensibilisation de la guidance parentale, de la responsabilité de la redevabilité soit vraiment vulgarisée. Parce que les enfants ont droit d'être protégés, peu importe qu'ils soient orphelins ou votre propre enfant. Non, il en a droit. Il en a droit. Et moi, je me dis, être dans la politique ou pas dans la politique, si tu vois une telle chose, il faut les dénoncer. Les affaires sociales ont pour rôle d'accompagner ces familles, d'accompagner aussi les enfants qui vivent dans ces familles. Je suis vraiment très flatté de la manière dont vous arrivez à cerner des problèmes sociaux, justement, de notre société. Permettez-moi cette tautologie, puisque nous sommes la société congolaise, mais pourquoi pas la société africaine, parce que ce sont des réalités qu'on retrouve aussi dans d'autres pays africains, surtout l'Afrique subsaharienne, madame. Comme vous le savez, messieurs, c'est dommage parce que nous, Africains, nous serions, et puis les Européens nous enviaient par notre solidarité. En Afrique, l'enfant orphelin, c'était l'enfant le plus chéri de la famille. Mais aujourd'hui, l'enfant orphelin est facilement taxé de sorcier. L'enfant qui a la teigne est sorcier. L'enfant qui a des chics est sorcier. Mais au moment où le parent qui accueille ses enfants ne savent même pas veiller si l'enfant est lavé ou pas, ne savent même pas si l'enfant avait peigné ses cheveux ou pas, on arrive facilement à taxer ses enfants. Moi, je dis ceci. Nos autorités, même si ils sont dans leur bureau, de temps en temps, ils doivent faire des descentes de terrain. Nous vivons des situations de foi, je me dis, si il faudrait nous multiplier, je me multiplierais par le nombre de provinces. J'aimerais bien vous voir vous multiplier.
Oui, et puis j'ai cette chance de rencontrer l'UNICEF qui m'accorde cette chance en tant qu'une ex-fille accusée de sorcellerie. L'UNICEF me fait confiance et me dit, nous aimerions t'aider à visiter la vulnérabilité de ton pays et à proposer des solutions que nous, on pourra apporter. Regardez, moi, ce que je dis, ce qui est triste, c'est quoi? Nous étendons la main aux gens qui viennent découvrir les talents qui sont chez nous. Imaginez-vous, quand les partenaires de l'État viennent, ils n'utilisent pas leur intelligence. Ils viennent chez vous, ils font des tours de terrain. Ça, c'est étonnant, tu sais. Ils disent, bon, voilà, l'État leur expose leurs difficultés et ils disent, bon, est-ce qu'on peut visiter? Ils descendent sur terrain. Et sur terrain, ils découvrent des gens comme nous. Et ils se disent, mais tiens, pourquoi les pays n'arrivent pas à faire ça? Bon, d'accord, on va aider celle-là. C'est comme si l'État est un tout petit peu démissionnaire sur cet aspect-là. Je voulais parler de Mbandaka, tu as refusé. On va en parler. Bon, je me suis dit, je ne connais pas tout Congo, mais les deux provinces et la troisième où j'ai toujours vécu m'ont prouvé que le Congo est en danger parce qu'il compte sur l'extérieur. Lorsque la politique, les autorités politico-administratives congolaises vont comprendre qu'en RDC, il faudrait utiliser les potentiels qui sont là, nous arriverons à trouver beaucoup de solutions. La politique du Congo est plus monétaire, si je dois le dire. Je ne connais pas bien les termes français. Mais plutôt économique. Dernièrement, j'aurais appris que, je ne cite pas le nom, 5 millions de dollars étaient versés pour les enfants en situation de rue. Et cette somme va finir en 2021. Je me suis posé une question. Moi, avec des petites sommes que je reçois et que je suis payée, j'arrive quand même à poser des actes pour ma communauté, pour les autres enfants, pour ma famille. Mais je me dis, mais avec les 5 millions, rien. En tout cas, si quelqu'un... C'est une grosse somme quand même. 5 millions, pas des francs congolais, des dollars. Non. Mais personne, s'il y a quelqu'un qui connaît la destination de cet argent, ils n'ont qu'à m'appeler à mon numéro ou bien vous voir vous. Comme ça, ils vont nous montrer qu'est-ce qu'ils ont construit. Parce que jusque-là, imagine-toi, l'État congolais n'a même pas un seul centre de garde. Même pas un établissement de garde provisoire. Moi, je me dis, où sont partis les établissements de garde comme ce qui était à Kingaboua? Les établissements de garde comme celui qui était à Mbetseke, à Madimba. Où sont partis ces établissements de garde? Aujourd'hui, les enfants de la rue errent à côté de la police. Mais quel est le rôle de la police aussi? Ministre de l'Intérieur, voyez-nous un peu cette situation. Parce que si l'État a un établissement de garde, un enfant qu'on retrouve dehors, on le place dans cet établissement. Après 48 heures, les parents qui ne viennent pas chercher son enfant, il a des amendes à payer. Je vous dis, dans ces pays, les gens sont prêts à sortir l'argent pour des bêtises. Madame, il n'y a pas que le ministère des Affaires sociales. Il y a beaucoup de ministères qui doivent entrer dans... qui doivent travailler en synergie. C'est une action gouvernementale globale qui doit vraiment tabler sur ces problèmes sociaux de la République démocratique du Congo. Je crois que votre cri d'alarme est compris par les autorités du pays. C'est vrai qu'on est peut-être trop pris par de débats de la politique politicienne, mais il y a des vrais problèmes sociaux auxquels on doit s'attaquer. Madame, j'aimerais cette fois-ci qu'on parle un tout petit peu de votre engagement dans l'éducation. Vous y êtes également. Pourquoi? L'éducation me semble être même le socle de la nation. Imaginez-vous, vous êtes sur une moto. Vous êtes derrière. Vous dites au motard, « Keba, mutukana nde zoya na omo ndiraza en vitesse koleka biso. Motard a sauté mer na ole kango vite. Motard wana tanga te. Azota ate étude ya anglais que anglais na eza nini soka kebo e moto ane kotu. L'éducation, c'est pourquoi on a beaucoup même d'accidents. Quand quelqu'un est éduqué, il sait respecter même les personnes. A priorité zao azan à droite, priorité zao azan à gauche, priorité zao azo salaboy. A cause nango déjà na mutu na ye. Aujourd'hui, on ne sait plus reconnaître qui est grand, qui est petit. Un enfant qui est à l'école, monsieur qui est mal payé, ou comme maintenant il y a la gratuité, qui a un arriéré de paiement, il a un langage qu'il tient devant un enfant qui dans sa famille déjà a été blessé.
Et un tel enfant ne fait qu'encaisser des blessures sur blessures. Il n'aura même pas le temps d'écouter ce qu'on lui donne comme éducation. L'éducation, elle est impérative. Mais maintenant, comme elle est impérative, il nous faudrait investir dessus. Nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Merci au chef de l'État parce que c'est une belle initiative. Mais regardez ce qui se passe. L'État est obligé de recourir au privé pour avoir des établissements. Au moment où à un certain moment, il y avait une grosse somme qui était sortie. Non, l'État a créé des établissements et tout et tout. Fini ces histoires. En tout cas, moi je me dis, c'est une occasion que vous me donnez et j'élève ma voix pour dire, nous sommes de ceux-là qui sont prêts à donner nos idées, non seulement que nos idées soient gardées et puis soient dites d'un moment et puis après enterrées. Non. Nous sommes de ceux-là qui veulent que quand nous proposons quelque chose, nous descendons sur terrain et nous voyons la réalité. Trop de déclarations dans les médias, mais les actions ne suivent pas toujours, c'est ça? C'est ça. Je suis fatiguée, Gas. Tu sais, imagine-toi, moi, avec mon équipe de coordination des leaders, on s'est engagé, on a dit, bon, on va faire quelque chose. On a économisé jusqu'à avoir 1 hectare d'espace. Et nous comptons encore économiser pour commencer à construire notre établissement de garde. Mais la ministre nous dit, nous avons 400 hectares. Vous parlez de la ministre de l'Éducation, la ministre provinciale. Bon, je ne sais pas si elle est ministre provinciale. Elle est du genre, machin. Bénin. Elle est, je crois, des affaires sociales. Elle dit, on a 400 hectares que le gouverneur nous a donné. Tout. Je dis, mais les 400 hectares après, on fait quoi avec? Si on n'a pas d'argent, on vend des 100 hectares, 200 hectares, on construit des établissements de garde où on invite. Vous savez, deux fois, il faut faire des appels, comme les organisations internationales le font. Appel au bénévolat. Quand quelqu'un vient, il vient au bénévolat, il s'est dit, je viens comme bénévole pour travailler pour tel établissement. C'est vrai que bénévolat ne veut pas dire... Bénévolat. Non, bénévolat ne veut pas dire pas de transport, pas de quoi. Tous ces organismes internationaux que tu vois sont des bénévoles. Okay. Tu sais ça? C'est parce que quelqu'un, les bénévolats veulent simplement dire je viens avec mon cœur. Donc on aura des travailleurs sociaux qui viendront se présenter, postuler comme bénévolat. Et à partir du budget de l'État, on pourra les budgétiser et faire des fonctionnaires de l'État. Mais aujourd'hui, les gens veulent la sous-traitance. Tu vois, un projet qui vient auprès de l'État, l'État lui aussi, il prend des sous-traitances. Mais c'est quoi ça? Dans un pays où on a plus de 1 million de diplômés, là-bas, pourcentage à ma casse. 98, mon cher. Madame, nous allons voyager un tout petit peu jusque dans la province, l'ex-province de l'Équateur, avant de revenir à Kinshasa. Et là, vous avez effectué dernièrement un voyage. Et quel a été votre constat? Nous sommes toujours dans cet aspect de l'éducation. Mon constat, elle est alarmante parce que je n'ai pas été en Mbandaka quand Mobutu était là. Mais les constructions que j'ai vues, ça date même d'avant Mobutu, je crois. J'ai été à Ikengo. Non, mais c'est vraiment dans la ville, quoi. Mais je te dis, ceux qui sont riches sont riches. Ceux qui sont pauvres sont vraiment pauvres. Il n'y a pas de la classe moyenne, comme on dit. Il n'y en a même pas. Même dans des bureaux de l'État, tu sens... Comment expliquez-vous ces déséquilibres-là? C'est aussi, c'est comme un filet, disons. C'est un filet, c'est aussi un plafond. Un plafond, pourquoi? Un plafond, au-dessus de ces plafonds, il y a l'étage. Oui. Ceux qui sont pauvres sont en bas. L'étage, ce sont ces travailleurs sociaux-là, qui vont faire assez que ceux qui sont vulnérables montent à l'étage jusqu'à devenir dans une situation sociale équilibrée. Pourquoi les filets? Les filets parce que ceux qui sont riches là, quand ils vont retomber, qui ne tombent pas plus bas pour redevenir vulnérables, mais qui tombent pour devenir dans l'équilibre social. Ce qui manque, c'est cet équilibre social. Tu vois, l'équilibre social, c'est cette classe moyenne. Ça, franchement, ça, c'est une grande philosophie qu'on doit peut-être exploiter si on veut que la République démocratique du Congo devienne effectivement un pays émergent, comme on les souhaite tous. Voilà. Oui, je disais, alors quand je suis arrivé à Mbandaka, bon, je voulais aller plus loin, à Bikoro et tout, mais j'ai eu quand même cette chance d'aller à Ikengo. Ikengo, c'est
toujours dans Mbandaka ville, mais à je sais pas, 19 km ou 21, 31 peut-être, parce que si tu quittes Mbandaka ville jusque-là, jusqu'à Cycler, ça te fait 9 km. Cycler jusque-là, donc ça te fait au moins 21 km. Quel est l'état des infrastructures scolaires, mais également de la qualité de l'éducation? Tu parles des infrastructures scolaires. Dommage. À Mbandaka, il n'y a pas d'école publique. Il n'y en a pas. Vous parlez bien de Mbandaka, de la ville de Mbandaka. La ville de Mbandaka. Je n'ai pas vu l'école de l'État. L'école à l'État, Ezawapi. Ezate. Kuna, ma soeur, va récupérer. Imagine-toi, chaque province devait avoir ce qu'on appelle les centres de promotion sociale. À Kinshasa, il y en a 24. Bon, les gens ne connaissent pour pas. 24 communes également. Pour 24 communes, mais est-ce que ce n'est pas insuffisant quand on connaît la manière dont la ville de Kinshasa est en train de connaître ces développements qui s'agrandit, une ville qui s'agrandit du jour au jour? Théoriquement, c'est 24. Parce que ça doit être comme ça. Mais il y a de ceux-là qui sont déjà vendus, il y a de ceux-là qui ne fonctionnent pas. Donc jusque-là, moi, ce que j'ai visité, c'est 12 centres. Pratiquement, dans la pratique, c'est 12. Les autres, c'est beaucoup plus dans la théorie. Oui, c'était des centres, tu viens là-bas, les centres là, c'était les centres promotionnels sociaux. J'arrive à Mbandaka, à Matadi, il y en a 4. Dans la ville de Matadi, hein, dans chaque commune. À Mbandaka, je te dis, il n'y en a pas. Donc ce sont des agents de l'État qui sont payés, mais sans travailler. Vraiment l'État congolais, pardon, arrêtons un peu, arrêtons. Comment est-ce qu'on peut payer des gens qui ne travaillent pas? Imagine-toi, Gaston, à présence et Sili. Même si ce sont des sommes insignifiantes qu'on leur paye. Mais c'est quand même l'argent du trésor public qui est dépensé. Oui, maintenant mettons cet argent en valeur. S'ils sont là pour être formateurs... Mais finalement, ce n'est pas la faute de ces agents-là. Non, ce n'est pas de leur faute. Yo engagé que yako bandozala na centre de promotion sociale. Mobutu akenda ba centre de promotion sociale et Koufa. J'arrive à Ikengo. Ikengo, je disais, c'est là où les autochtones qui sont civilisés habitent. Civilisés pourquoi? Parce vous parlez bien de pygmées. Des pygmées, oui, de peuples autochtones, des Batchois. Les Tchois qui habitent Ikengo, ils portent des habits. Donc c'est quand même des gens civilisés. Parce qu'à Bikoro, tu vas encore rencontrer des gens qui ont, les femmes qui ont encore la torse nue et tout et tout. Mais là, imaginez-vous, on rencontre des gens qui parlent français, les autochtones, hein, qui ont eu leur certificat parce qu'ils avaient un centre de rattrapage scolaire qu'on appelle CRS. Chose grave, ces CRS étaient construits en paille. Mboule beta kate et beta. Depuis Kweya. Donc avant septembre, on va lancer gratuité. On déjà un chômage. Pour quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, Seigneur, nazonga penza Kinshasa na bambisi ya okauka, natika ba peuple autochtone oyo sans dans cette condition oyo kutaki bango. Papa ozo tuna mutu. Papa, quand vous avez un centre de rattrapage, vous avez foutu combien? Abi, vous avez un salaire. Abi, vous avez 10 000. Imagine-toi 10 000. Vous avez ta machine que 10 000 et un bon transport à journée mobimba. Non, nos autorités, je ne sais pas si vous avez de cœur ou de pierres à la place. Madame, je retiens qu'il n'y a pas d'école publique à Mbandaka. J'imagine que dans le reste de cette grande province de Grand Équateur, c'est encore pire. Non, mais je me dis, si déjà Mbandaka ville, on vit de telles choses terribles, et alors dans des autres villages, c'est comment? Peut-être à Guadolité, c'est un peu différent, mais ce constat malheureux que vous avez fait sur place vous a amené quand même à chercher à faire quelque chose dans la mesure du possible à votre niveau. Vous avez quand même pensé à faire quelque chose. On en a parlé avec vous pendant que vous y étiez encore. Oui. Mais c'était quoi au juste? En fait, quand je suis arrivé à Ikengo, j'ai rencontré 5 formateurs du centre de rattrapage scolaire. Donc ça veut dire 10 000, ça te fait 50 000 par mois comme salaire de ces 5 travailleurs. Ils n'avaient pas de classe parce que leur classe était tombée parce qu'il y avait la pluie. Je me suis dit, bon,
on a réfléchi avec eux, avec les peuples autochtones qui étaient là. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme votre contribution? Ils ont dit, nous pouvons aller à la forêt, ramener de bois. Ah, c'est bon. Moi, à mon tour, je vous achète des briques cuites. Parce qu'avec des briques cuites, on sait que ça peut faire 3 ans, 5 ans au moins. Oui. On est au moins sûr que pendant 5 ans, les enfants peuvent venir. Je ne parle même pas encore d'adultes qui sont analphabètes. Je parle rien que de ces enfants innocents qui entendent parler de l'école. Ils entendent parler. Qui n'ont bénéficié d'aucune formation depuis qu'ils sont nés. Depuis qu'ils sont nés. C'est comme ça que j'ai acheté 1500 blocs de briques cuites. Au moment où je vous parle, ils n'avaient pas de téléphone. J'ai encore envoyé un téléphone Android pour qu'on commence à prendre des images et voir l'évolution. Donc les 12, quand il y aura rentré à Ikengo, les enfants autochtones vont rentrer à leur centre de rattrapage scolaire. Ils sont nombreux, mais ils n'auront qu'une salle parce que selon mes propres moyens, c'est ce que j'ai pu faire. C'est Madame Fanny qui l'a fait avec ses propres moyens. Je suis un témoin vivant. Je l'ai dit non pas pour venir faire sa publicité, mais c'est la réalité, c'est ce que moi j'ai vu. Voilà pourquoi je voulais aussi partager avec vous ce que cette dame fait, la bonne foi qu'elle a, son engagement pour toutes ces actions. Mais ici à Kinshasa également, vous avez pensé à l'alphabétisation, vous avez également pensé au rattrapage scolaire, si je ne m'abuse pas, vous le faites déjà? Oui, dans le centre de filles mères, on a l'alphabétisation, la coupe et couture, mais aussi dans mon quartier, je ne suis pas dans un quartier urbain, je suis dans un quartier rural, d'où les enfants, au lieu d'attendre 12 ans pour... C'est à Mongafula. À Mongafula, je suis à Mongafula. Entre Petit Panier et C'est Beau, l'entrée des sœurs, on appelle ça comme ça. Nous avons pensé qu'au lieu que les enfants attendent de 6 ans jusqu'à 12 ans pour aller à l'école, faire quand même une école maternelle. La Bible dit, l'enfant laisse voir dès le bas âge qu'il sera demain. Donc il y a des enfants comme ça, au Kuta Bundana, Bundanaka, Namanzanza, facilement. Moi j'ai une de mes filles ici, à Atolo Bindeni, Yatonga Anega. Une telle fille, je vais me dire non, faut comme un médecin. Je regarde juste ses potentiels, je me dis je vais investir en ça. Il est temps que les pays se renseignent auprès de la base, comme on dit. Donc, au début que aux gouverneurs, Lukaka Okutanara, naba bourgmestre luko kutana na ba chef du quartier bo luka bokutana na ba chef d'avenue parce que ba chef d'avenue ba bandoko ko renseigner bino sur ce qui se passe. Tant que chef d'avenue a renseigné pas chef du quartier a renseigné pas bourgmestre sera monique lequel niveau a même on a niveau provincial sera monique à l'équipe a même on a niveau national. C'est ce qui peut se faire. La communauté protectrice existe, mais elle ne fonctionne pas. Maintenant, que doit faire l'État pour faire fonctionner la communauté protectrice? Parce que je pense que la communauté protectrice, c'est une de grandes choses, un de grands instruments qui peuvent aider ces pays à réduire la vulnérabilité. Ok, merci beaucoup. Madame, je crois que c'était votre dernier mot. Donc, nous vous remercions et Madame Fanny Kamweni d'avoir accepté notre invitation. Merci pour le message que vous avez fait passer. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous étions avec Madame Fanny Kamweni. Elle est une femme très engagée dans les œuvres ou les actions sociales. Vous l'aurez d'ailleurs compris tout au long de cette émission. Je remercie Christian Chipamba qui était derrière nos caméras. Merci également à Papa Dieudonné Moukiako. Merci à Papa Laurent Moukiako. Merci également à Papa Fada Moukiako, Papa Rémi Moupila. Merci aux sœurs Bonita Moukiako, Naomi Moukiako. Merci aussi à Marginelle Moukiako. Je suis très reconnaissant de tout ce que vous faites pour nous. Nous allons nous retrouver très prochainement, chers internautes, mesdames et messieurs, dans un autre numéro de votre émission Entre citoyens. Merci de l'attention que vous nous avez accordée et au revoir.